Salut à vous tous. Bienvenue dans cette première leçon concernant l'étude d'une œuvre. Et la première œuvre qu'on va étudier est celle, bien sûr, qui est affichée devant vous. C'est le dernier jour d'un condamné. C'est notre première leçon, une introduction. Après, nous commencerons l'étude des chapitres. Bien sûr, c'est essentiellement l'explication, le résumé de l'œuvre. Ici, nous allons nous intéresser au paratexte de cette œuvre. Et le paratexte, comme vous savez, c'est l'étude de tout ce qui n'est pas le texte de l'œuvre, tout ce qui entoure l'œuvre, c'est-à-dire ce qu'on trouve généralement sur la couverture. Auteur, sa biographie, genre de l'œuvre, toutes les indications qu'on trouve sur la couverture, on l'appelle paratexte. Bien. Titre, bien sûr, et date de parution, bien de publication, c'est Le dernier jour d'un condamné, publié en 1829. Il y a une chose qu'il faut souligner ici, c'est que Victor Hugo a écrit cette œuvre après avoir vraiment assisté à une vraie condamnation à mort. Et il a été indigné, soulevé par le comportement de la foule. Les gens s'amusaient vraiment à regarder quelqu'un être condamné à mort. L'auteur, bien sûr, c'est Victor Hugo. Une petite recherche sur Internet vous permettra de voir sa biographie. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur cela. Je m'excuse, je m'arrête un peu lorsque je passe d'une diapositive à l'autre, parce que si je ne m'arrête pas, il y a des mots qui ne sont pas enregistrés. Bien, le genre de l'œuvre. Faisons d'abord la différence entre genre et type. Le genre, c'est le genre littéraire de l'œuvre. Et lorsqu'on dit type, on parle du type de texte, c'est-à-dire est-ce que c'est un texte narratif, est-ce que c'est un texte argumentatif, est-ce que c'est un texte incitatif, et ainsi de suite. Bon, pour le genre de notre œuvre, c'est un roman à thèse. C'est quoi un roman à thèse? C'est tout simplement un roman qui défend une thèse, qui a une visée argumentative. Donc ici, la narration, ce n'est pas pour raconter, mais pour défendre une idée. Généralement, l'auteur qui écrit ça, on l'appelle un auteur engagé. C'est quelqu'un qui s'engage à une cause. Si vous voulez, une affaire. À une cause, et il consacre sa création littéraire à défendre cette cause. Bien, ce roman, c'est un roman à thèse, mais il emprunte les techniques du journal intime. Le journal intime, c'est un journal, c'est une œuvre littéraire dans laquelle tu racontes ce qui t'arrive au jour le jour. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas raconter, à la fin de la journée, tu vas raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Demain, tu racontes ce qui s'est passé, et après-demain, et ainsi de suite. Bien, alors, l'un des points essentiels qu'on trouve dans le roman à thèse, c'est les indications de temps. C'est-à-dire, tu vas trouver mardi tel, du mois tel, de l'année tel. Parfois, tu trouves même l'heure, à 10 heures par exemple, ou bien, et tu trouves les indications sur ce qui s'est passé en ce moment-là. Et dans le dernier jour, on va trouver ça. On va trouver par exemple, le premier chapitre, c'est à 5 semaines. Ensuite, on va trouver, il ne reste plus que 2 jours, il ne reste plus qu'un jour, jusqu'à ce qu'on ait à la fin, il ne reste plus que 5 minutes. À un certain moment, nous allons voir dans le résumé, nous allons entrer vraiment dans un compte à rebours. Le compte à rebours, c'est lorsqu'on commence à compter 4, 3, 2, 1, 0. D'accord? Bien. Et surtout pour le dernier jour, on va entrer dans le compte à rebours. Et il reste 3 heures, il reste 2 heures, il reste 1 heure, il reste 5 minutes. Donc, c'est la façon de l'auteur d'organiser son récit ici à la manière d'un journal intime. Le roman à thèse s'appelle aussi un plaidoyer. Et
le plaidoyer, surtout le verbe. Le verbe plaider, c'est un mot qui appartient au lexique de la justice. Bien. Alors, lorsqu'on dit plaider une cause au tribunal. Plaider une cause, c'est lorsque quelqu'un est condamné, on va là, il y a un avocat qui va plaider l'innocence de cette personne. Donc, avant d'être condamné et d'être coupable ou bien innocente, bien sûr, si elle est innocente, il est innocenté, donc c'est un accusé. Bien. Bon, un accusé n'est pas encore un criminel. Un accusé, c'est quelqu'un, on pense qu'il a commis le crime. Il va être vraiment taxé de criminel, ou bien lorsqu'il va être jugé coupable, ou bien il sera innocenté. Bien. Alors, l'avocat qui défend cette personne, il fait une plaidoirie. Donc, au tribunal, on l'appelle une plaidoirie. Bien. L'auteur qui défend une cause, on lui a donné un mot qui est tiré aussi du verbe plaider, c'est plaidoyer. Donc plaidoyer, c'est roman à thèse, et plaidoirie, c'est vraiment dans un tribunal avec des juges et tout. C'est l'avocat de la défense qui fait la plaidoirie. Et lorsqu'on a l'avocat de l'accusation qui essaie de charger le criminel, de prouver sa culpabilité, on appelle ça un réquisitoire. Il y a des gens qui disent... c'est un réquisitoire. Le roman à thèse, par exemple, ici, Victor Hugo, il fait un plaidoyer pour l'abolition de la peine capitale, pour la suppression de la peine capitale. Et on peut dire aussi qu'il fait un réquisitoire contre la peine capitale. Il fait un réquisitoire contre la peine capitale. Le réquisitoire, c'est un mot commun au domaine littéraire et au domaine de la justice. Bon, il ne me reste plus qu'à rappeler que Victor Hugo s'est vraiment consacré à défendre la peine de mort jusqu'à sa mort. Il n'a jamais arrêté de défendre la peine capitale. On va maintenant voir le schéma narratif de ce récit. Bon, vous savez bien sûr qu'un schéma narratif se compose de 5 parties. Situation initiale, événement perturbateur, péripétie, dénouement et situation finale. Alors, je peux tout simplement vous dire que le vrai récit, il est dans les 3 parties du milieu. La situation initiale, c'est la situation avant le commencement des événements qui marquent le début de l'œuvre, le début de l'histoire, de la trame. Et la situation finale, c'est après le dénouement, comment est redevenue la vie des personnages. Alors, situation initiale et situation finale, on les appelle des situations d'équilibre. Pourquoi? Parce que les événements de l'histoire sont finis. Alors, la péripétie, si on veut la traduire, c'est quelque chose qui signifie le dérangement. Donc, c'est une situation de déséquilibre. On l'appelle aussi l'enclenchement, ou bien l'événement déclencheur. Déclencher, c'est lorsque tu appuies sur le bouton marche d'une machine pour qu'elle commence à marcher. Donc, c'est de là que vient le nom. C'est l'événement qui va déclencher les événements du récit. Donc, ici, c'est par erreur, il y a un R en plus, c'est la vie heureuse du narrateur avant le crime. Donc, la situation initiale de notre œuvre, c'est ça. C'est avant le crime. Donc, on peut le dire dès maintenant. Bon, on peut parler dès maintenant de l'événement perturbateur. Je peux vous dire tout simplement que l'événement perturbateur, c'est le crime. L'auteur commet un meurtre. Il tue quelqu'un. C'est ça l'événement perturbateur. Donc, la situation initiale, c'est sa vie avant ce crime. Et notre récit, c'est ce qu'on appelle un récit in media res. Ça veut dire quoi un récit in media res? On dit en français dans le feu de l'action. Ce mot, c'est un mot latin qui signifie dans le feu de l'action. In media res signifie dans le feu de l'action. C'est-à-dire, on ne commence pas le récit par la situation initiale. On commence le récit
au milieu des événements. Et la situation initiale dans ce cas, on ne peut la trouver que sous forme de flashback. Voilà, on vient de dire que l'événement perturbateur, c'est le meurtre commis par le narrateur. Bien, on va parler de ce meurtre très très bientôt. Les péripéties. À peu près tout le récit du dernier jour raconte les péripéties de l'œuvre. C'est-à-dire le jugement, l'emprisonnement, la condamnation, encore la vie du personnage en prison jusqu'au moment de l'exécution, juste avant l'exécution. Pour le dénouement, il n'y a pas de dénouement à proprement parler, d'accord? Parce que on ne sait pas vraiment quelle est la fin. Même si on peut la déduire, mais on ne le sait pas. La dernière chose qu'on a dans ce roman, le dernier événement, c'est lorsqu'on entend les pas des gens qui vont chercher le narrateur pour l'exécuter, qui montent les marches. Bien. On ne sait pas, d'après l'œuvre, on ne sait pas s'il a été exécuté ou bien si quelque chose s'est passé, qu'il a été gracié comme il le souhaitait par le roi ou bien. Bien. C'est ce qu'on appelle une fin ouverte. On laisse au lecteur la possibilité d'imaginer une fin, même si ici on n'a pas une vraie fin ouverte parce qu'on sait que à 100% le personnage est condamné à mort, mais bien sûr, puisque ce n'est pas écrit dans l'œuvre, on parle d'une fin ouverte, donc il n'y a pas de vrai dénouement. Bien, puisqu'il n'y a pas de dénouement, il n'y a pas de situation finale. On ne parle pas de la vie des personnages après l'exécution, parce que c'est l'exécution qui sera le dénouement. Donc, après l'exécution, ou bien le graciement du personnage. D'accord? Après ça, qu'est redevenu la vie, puisqu'on ne sait pas s'il est mort ou bien non, on ne sait pas comment est redevenue la vie après. Bien, alors j'ai ici à déterminer certaines petites choses. C'est avec cette dernière feuille qu'on va finir. Tous les personnages, il faut ajouter ici un SO2. Donc, tous les personnages sont anonymes. Le seul personnage qui a un nom, c'est la fille qui s'appelle Marie. Pour le reste, on ne sait pas. Pour l'auteur, les informations qu'on a sont très rares. Il est jeune, il est cultivé puisqu'il connaît le latin. Bon, il vivait de façon aisée, pas vraiment riche, mais pas pauvre. Quand les gens qui disent riches se trompent. Pourquoi? Parce que il nous dit dans l'œuvre que après sa mort, il ne laissera rien à sa famille. Ce qu'il a laissé suffira juste à l'enterrement. Bien. Maintenant, pourquoi un personnage anonyme? Un personnage anonyme, bien sûr, c'est pour généraliser le portrait. Parce que Victor Hugo, il ne veut pas parler d'un criminel spécifique. Il veut parler de tous les condamnés à mort, qu'ils soient innocents ou bien qu'ils soient coupables. Et c'est pour cette raison qu'on a vraiment un personnage qui est coupable, qui a vraiment commis le meurtre. Mais ce meurtre, on ne sait pas s'il s'agit d'une autodéfense, s'il se défend, on ne sait pas s'il s'agit d'un crime passionnel, c'est-à-dire un crime qui a été commis sous une émotion violente, une colère violente, ou bien la jalousie, ou bien c'est un crime qui a été prémédité. Prémédité, c'est-à-dire c'est un crime qui a été calculé et planifié par le personnage. Bien, alors c'est tout simplement pour nous dire que Victor Hugo est contre la peine capitale, quel que soit le nom, ou bien quelle que soit l'identité, ou bien quelle que soit la nature du criminel.
Et cela va être vraiment clarifié dans certains chapitres, chapitres 11 et 12, où il nous parle de certains criminels qui sont vraiment des personnages abjects, qui sont sauvages, qui sont barbares, et malgré cela, l'auteur pense qu'ils ne doivent pas être condamnés à mort. Bien, pour le crime, c'est la même chose. On sait qu'il s'agit d'un meurtre, mais on ne sait pas comment est commis ce meurtre, on ne sait pas l'identité de la victime, on n'a aucune circonstance, aucune conjoncture à propos de ce crime, dans le même souci bien sûr du narrateur, c'est-à-dire généraliser le crime pour dire qu'il est contre la peine de mort, quelle que soit la nature du crime. Et une dernière indication, la première édition de 1829 était une édition anonyme, c'est-à-dire Victor Hugo n'a pas écrit son nom sur la couverture. Et il nous dit dans la préface, dans l'introduction si vous voulez, il nous dit « Libre à vous de voir dans cette œuvre l'œuvre d'un vrai auteur, d'un poète, ou bien les manuscrits écrits par un vrai condamné à mort. » Ceci, bien sûr, était dans une peur de la censure. Il avait peur, pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas être contre la peine de mort. La politique voulait que la peine de mort soit bonne, alors on ne voulait pas on n'acceptait pas que les gens se dresse contre elle et cherche à l'abolir. 2 ou bien 3 ans, je ne me rappelle pas exactement, après la deuxième édition, Victor Hugo a écrit son nom. Et la vraie raison pour laquelle il a écrit son nom est quelque chose qui nous montre vraiment la pourriture de certains politiciens et leur corruption. Entre les 2 éditions, il y a des fils de ministres qui ont commis un crime. 4 fils de ministres. Pour ne pas les condamner à mort, on a voté l'abolition de la peine à mort. On a aboli la peine à mort. Lorsqu'on a aboli la peine à mort, on a permis les critiques. Donc les gens ont commencé à se dresser contre la peine de mort. Victor Hugo a fait sa deuxième édition avec son nom. De rares années plus tard, quelques années plus tard, on a rétabli la peine capitale, bien sûr, après bien sûr que les fils des ministres aient été condamnés à l'emprisonnement et pas à la peine capitale. Et sûrement, ils auraient été libérés après. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Merci pour votre attention. Et nous prions Dieu pour tout le monde, pour qu'il y ait de la réussite et du bonheur